Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Quand le président Bouteflika avait reçu John Kerry, le secrétaire d'État américain, et qu'il s'était difficilement mis sur ses pieds, l'inénarrable Sellel s'était précipité sur la première tribune venue pour nous hurler son fameux « Ah ou guf, ah ou guf », comme si Jésus venait de remarcher sur les eaux. Il faut dire que la position debout de M. Bouteflika n'est plus seulement problématique, puisque tous les barons du sérail nous rappellent tous les jours que Dieu fait que la paralysie des membres inférieurs n'avait pas empêché Roosevelt, président américain, de diriger son pays en ses heures les plus tragiques. Non. L'incapacité de se mettre debout du président Bouteflika passe très mal, en fait, parce qu'elle attire l'attention sur plus grave, sur la totale incapacité du même de parler, et même, et surtout, de pouvoir diriger, voire même faire part du moindre discernement. Alors, dans le même temps qu'on nous parle de Roosevelt, on ne cesse de nous affirmer avec une opiniâtreté qui frise l'acharnement que non seulement le président parle, puisqu'il a fait montre d'une grande alacrité quand il a reçu Hollande, Brahimi, Ghannouchi, Kerry et les autres, mais qu'il va bientôt remarcher, dixit le meilleur médecin des facultés de médecine d'Allemagne, M. Ould Abbas Idakfa, pour ne pas le nommer. Et donc, dans le même temps qu'on nous rebassine sur la position debout du président, dans le même temps qu'on nous promet qu'il va bientôt remarcher, dans le même temps qu'il reçoit encore la désormais caution entre guillemets, de gros guillemets, qui a pour nom l'Akhdar Brahimi, dans le même temps qu'on nous affirme non pas qu'il a été hospitalisé, mais qu'il se rend à Grenoble pour des contrôles médicaux périodiques, un journal français des plus sérieux, le Dauphiné Libéré, nous précise avec une grande assurance que Bouteflika a été hospitalisé en vue d'une intervention chirurgicale. Intervention chirurgicale. Et curieusement, pas le moindre démenti à cette très alarmante, très inquiétante information de la part d'un régime qui nous avait habitués à démentir. Bien moins grave que cela. Pas la moindre réaction. Et donc, ceux qui nous disent que M. Bouteflika s'est rendu comme un grand à Grenoble pour des contrôles médicaux de routine, reconnaissent de facto qu'il ne s'est pas rendu à Grenoble, mais qu'il y a été évacué. Et qu'il n'y est pas allé pour des contrôles médicaux périodiques, comme ils disent, mais pour s'y faire opérer. Mais il y a d'autres points dans cette énième évacuation sanitaire d'urgence qu'il faut rappeler. D'abord, et une fois pour toutes, que contrairement à ce qu'on nous martèle sans arrêt, le président est donc réellement et très sérieusement malade. Et rien que le fait de reconnaître publiquement et officiellement que le président doit se rendre dans un hôpital français pour y subir des contrôles périodiques signifie de facto qu'il est malade. Tellement malade qu'il ne peut pas faire confiance aux hôpitaux algériens, ni même à l'unité hospitalière qui lui est personnellement rattachée et où il est tout le temps en surveillance, sauf les quelques rares moments qu'il passe avec l'Akhdar Brahimi pour enregistrer quelques secondes de laborieux salam alek entre deux briefings médicaux et plusieurs répétitions ratées qu'il faut refaire à chaque fois. Alors, puisque l'État algérien reconnaît implicitement, explicitement, officiellement et publiquement que le président est dans l'obligation de se rendre dans cet hôpital de Grenoble pour des contrôles médicaux. Quand ce même État ne dément pas une information très grave faisant part d'une intervention chirurgicale imminente, pourquoi alors ne pas rendre compte au peuple algérien de son état de santé au lieu de convoquer à chaque fois le très fameux Brahimi? Et surtout, pourquoi ne pas avoir mis en branle les mesures constitutionnelles pour une procédure d'empêchement? Pourquoi ne pas rassurer les Algériens en désignant une commission de professeurs de médecine
assermentés pour examiner le chef de l'État et rendre leurs conclusions pour nous dire s'il est en mesure de diriger le pays ou s'il n'est plus qu'une façade institutionnelle utilisée par une clique qui a capté ses pouvoirs et qui règne en son nom. Et qui, en son nom, mène le pays à un désastre annoncé. Aujourd'hui, APS, le président Bouteflika se rend à Grenoble pour des contrôles médicaux périodiques. Barlaman.com, Bouteflika à Grenoble pour subir une éventuelle intervention chirurgicale. TSA, Jamal Ould Abbas, le président Bouteflika va se remettre à marcher dans quelques mois. Bouteflika va-t-il être opéré? C'est le titre de l'émission d'aujourd'hui et j'ai le plaisir de recevoir avec nous sur le plateau Fatih Bendali, président Jil Jadid. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et nous allons bientôt être rejoints par Hakim Saheb, secrétaire national du RCD, chargé de la réforme de l'État. Au téléphone, nous aurons Saleh Dabouz, président du bureau national de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, et l'Arbi Zouemia, depuis les États-Unis, analyste politique. Fatih Bendali, merci donc d'être avec nous. Bouteflika, selon le communiqué très officiel diffusé par l'APS, se serait rendu, on ne dit pas il a été évacué, se serait rendu à Grenoble pour un contrôle de routine, un contrôle tout à fait banal. Alors que le Dauphiné libéré, journal connu, sérieux, nous apprend qu'il est là pour une intervention chirurgicale. Et il n'a pas été démenti par l'État algérien. À votre avis? Écoutez, tout d'abord, je ne suis pas médecin pour augurer de l'état de santé du président. Donc on est obligé et contraint de se référer à ce qui est publié, soit de sources officielles, soit par d'autres médias. Et en tout état de cause, la première des choses qui me viendrait à l'esprit pour dire vis-à-vis d'un malade, parce que c'est la seule chose dont on est tous certains et sûrs, c'est bon rétablissement et Rabbi Shafir. Amen. Ceci étant dit, et de manière un peu plus sérieuse sur le plan politique et le plan de l'État, cette vacance de poste n'est pas récente. Que ce soit une évacuation d'hier ou d'avant-hier ou celle qui en précédait, vous l'avez bien mentionné, on est accoutumé à ce genre d'annonces qui finissent par rentrer dans les habitudes. Ça s'est banalisé, ça s'est absolument banalisé. Le problème, ça s'est banalisé à un point où les gens ne se posent plus de questions. Qui est devenu quelque chose d'habituel, de normal au dire des appellations et du vocabulaire algérien, malheureusement. Ça interpelle à plusieurs titres. Le premier, c'est qui gouverne, et vous l'avez mentionné dans votre introduction. La deuxième, quel est le discours, ou quel est le message envoyé par ce pouvoir et à sa tête le président de la République vis-à-vis du peuple, à qui, en théorie, et quand on est dans une démocratie qui se respecte, a droit de regard et a droit à des explications, ou du moins à des informations. Constitutionnellement, l'article 102, l'article 88 de l'ancienne Constitution, qui est devenu aujourd'hui l'article 102, c'est exactement presque du mot à mot, sauf les références aux articles référents. Donc, il précise très simplement, je vais lire juste le premier alinéa. Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, c'est-à-dire il n'attend pas d'être convoqué, il n'attend pas qu'on lui donne l'autorisation, il se réunit de plein droit. Et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, c'est-à-dire médicaux entre autres, propose à l'unanimité au Parlement de déclarer l'état d'empêchement.
Qu'est-ce qui empêche le Conseil constitutionnel de s'autosaisir? Les textes, encore une fois, sont très clairs. Et personne ne contesterait ce texte et sa légitimité et son opportunité. Néanmoins, entre les textes et l'application, il y a un vrai gouffre, il y a tout un monde. Et c'est ce qui explique justement pourquoi, s'appuyant sur des textes qui existent, personne n'a le droit ou personne ne peut se permettre de lever le petit doigt pour dire bah, tiens, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait l'être. Il n'y a qu'à voir autour de nous. Il y a plein de pays, plein de démocraties qui ont des textes qui stipulent qu'en cas d'empêchement, il y a des dispositifs qui se mettent en place. Mais ça renvoie vers une question beaucoup plus fondamentale, à mon sens, qui est une question de légitimité. Et avec un corollaire qui est l'état de droit. Si le Conseil constitutionnel, qui est nommé par le même président, avait le courage et avait toute sa légitimité pour exercer ses droits, on n'en serait pas arrivé là. Justement. Et nous allons poser la question à Salah Dabouz qui est avec nous. Salah Dabouz, merci d'être avec nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Alors Salah Dabouz, vous êtes avocat, vous êtes président du Bureau national de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Je vous rappelle que Mourad Meddelsi, l'actuel président du Conseil constitutionnel, avait été nommé au lendemain du fameux AVC de Bouteflika. À votre avis, à l'époque on nous avait dit que ce n'était pas un AVC, que c'était un accident ischémique. Puis après ils ont reconnu que c'était un AVC. Mais à votre avis, cette nomination de M. Meddelsi, fidèle d'entre les fidèles du clan présidentiel, des frères Bouteflika, a-t-il été nommé délibérément justement pour empêcher toute mauvaise surprise, notamment la saisie ou la saisine l'auto-saisine du Conseil constitutionnel? Écoutez, moi je pense d'abord qu'il y a un état d'empêchement, mais pas seulement du président de la République, il y a un état d'empêchement de toutes les institutions. Ce sont toutes les institutions qui sont incapables de faire ce que la Constitution prévoit. C'est-à-dire il y a un empêchement au niveau du Conseil constitutionnel, il n'est pas capable de fonctionner correctement. Il y a un empêchement au niveau des autres institutions, les parlements, etc. Alors, je pense que aujourd'hui, nous avons un président de la République qui symbolise parfaitement le système politique algérien, c'est-à-dire que si on avait un président en pleine possession de toutes ses facultés physiques, au moins, parce que nous on regarde dans la télé une personne malade, mais du point de vue politique, comme a dit notre ami qui m'a précédé, ce n'est pas une situation prévue par la Constitution, mais ça, il y a un empêchement du bon fonctionnement de la Constitution, du Conseil constitutionnel, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas? Tout simplement, je pense que cette Constitution contient des dispositions, mais ne contient aucun mécanisme qui obligerait les institutions prévues de fonctionner correctement. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous êtes tenu par la Constitution de faire un devoir et que vous ne le faites pas, personne ne peut vous sanctionner. C'est pour ça que rien ne fonctionne. Donc il y a un problème d'introduction de mécanismes qui obligeraient... Donc, Salah Dabouz, vous êtes en train de nous dire qu'à partir du moment, et vous rejoignez un peu Fatah Bendali qui nous dit... que le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président, par celui qui est derrière lui, et vous nous dites qu'il n'y a pas de mécanisme. Ça veut dire, par exemple, là je donne un exemple, ça veut dire qu'il suffit de nommer Meddelsi, et Meddelsi donc est acquis à la cause, il ne va pas convoquer le Conseil constitutionnel, le saisir, donc personne ne viendra saisir, personne n'est habilité, personne n'a la prérogative, ni le Parlement, ni le Sénat, ni quelque institution qui soit, ne peut saisir le Conseil constitutionnel si ce n'est son propre président et ses membres. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est pas aussi simple que ça. Oui. Normalement, dans les textes de loi, à tous les niveaux, quand on dit obligation ou interdiction, normalement, ça doit se suivre d'une peine, sous peine de
Et dans les textes de loi en Algérie, on a souvent des interdictions et des obligations qui ne sont pas sanctionnées de quelque chose. C'est-à-dire si aujourd'hui, par exemple, la Constitution prévoyait que si le président du Conseil constitutionnel ou les membres du Conseil constitutionnel ne font pas leur devoir, et si le cas se présente, ils peuvent être considérés même comme une trahison à la nation, ça devrait peut-être faire bouger les choses. Et s'il y avait une institution qui pouvait constater ça et qui pouvait déclencher le mécanisme qui obligerait, il y aurait donc des dispositions, ce qu'on peut appeler des dispositions de dissuasion. C'est-à-dire que si moi, je suis président du Conseil constitutionnel et je sais que si je ne fais pas mon devoir, je peux être traité de traître à la nation parce qu'il y a un cas de flagrant de vacances, par exemple, d'une institution et que je n'ai pas réagi, je serai dans l'obligation de le faire ou alors de quitter mon poste pour ne pas tomber dans cette situation que moi j'appelle une situation très très proche de la trahison parce que vous êtes mandaté. Restez avec nous, Salah Dabouz, je reviens à vous dans un moment. Et avant de recevoir l'Arbi Zouaimia, nous allons écouter deux hommes politiques algériens pour vous montrer dans quel mépris ils tiennent leurs compatriotes. Vous allez écouter et voir. شوفوا نهار جا الزاير المسؤول الامريكي وزار الرئيس وكيفاش الرئيس وقف له وقال له انا هنا الجزائر واقفه. وقف له قال له الجزائر هنا واقفه. Voyez, et vous allez voir et écouter monsieur Ould Abbas. Alors, M. Ould Abbas nous a promis, pour rejoindre, comment il s'appelle, c'est l'aile qui nous a dit « Chauve au qaf », Ould Abbas nous promet qu'il va yuqaf. Il nous a dit dans quelques mois, il va se mettre debout. Il nous l'a promis, il nous a dit « Je suis médecin, j'ai été l'un des meilleurs médecins d'Allemagne, je sais ce que je dis, je ne suis pas mon pouce ». L'Arbi Zouaimia, merci d'être avec nous. L'Arbi Zouaimia, vous êtes analyste politique, vous vivez entre les États-Unis et le Canada. Marhaba bik. Merci, c'est Jamal pour l'invitation. Azoul Fillaoun, salam alaikum. Mes salutations à votre invité dans le plateau et celui qui est au téléphone. Merci beaucoup. Nous avons Fatih Bendali qui est avec nous sur le plateau et Salah Dabouz qui est au téléphone. L'Arbi Zouaimia. L'État algérien a fait donc diffuser un communiqué dans lequel il nous apprend que le président s'est rendu à Grenoble pour des visites de simple routine, des contrôles médicaux. Or, un journal français, le Dauphiné Libéré, a affirmé que le président algérien était à Grenoble pour se faire opérer. Il doit subir une intervention chirurgicale, sans plus de précision. Et là, cette grosse information, cette très inquiétante information n'a pas été démentie officiellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Si Jamal, wallahi, je reste parfois hébété, stupéfait, congelé devant l'état sarcastique, blessant et humiliant. C'est-à-dire vraiment où est-ce que le pays... Où est-ce qu'on a mis le pays? Je n'ai pas de commentaire sur l'état de santé du président de la République. Quoi? Mais aux États-Unis, je suis aux États-Unis actuellement, on a deux unités de mesure. La première unité de mesure, c'est le dollar. Vous travaillez et vous avez en face le dollar. Vous êtes récompensé en dollars. Ça exprime une puissance économique et financière. Une économie qui avance et un pays qui fonctionne. Et vous avez peut-être à l'extérieur ce qu'on appelle la cavalerie globale, parce que le Pentagone exerce ce qu'on appelle, il a tissé une toile pour faire avancer cette économie planétaire. Chez nous, c'est quoi? Chez nous, premièrement, vous avez une unité de mesure qui s'appelle la rente. La rente est devenue une monstruosité.
vraiment un concert national. Et il y a une autre, parce que le dinar qui exprime une certaine souveraineté monétaire nationale s'est effondré. Et vous avez une autre, maintenant c'est apparu, maintenant on voit apparaître, on voit se placer comme une deuxième unité de mesure, c'est la santé de Abdelaziz Bouteflika. Dans les roues de sa charrette, dans les roues de sa chaise, dans les photos, dans les flashs, dans Valls, dans Val-de-Grâce, et ça est devenu une unité de mesure. Dans quel état nous vivons? Vraiment, c'est devenu parfois, quelqu'un m'a dit, votre état est inimitable, parce que ça relève de la dignité. Vraiment, il m'a touché. Il est inimitable. C'est un pays unique. Unique, je vous dis, il est unique et unique. C'est mon résumé sur la situation actuelle. Un président qui... vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Mais justement, l'Arbi Zoumi, excusez-moi de vous interrompre. Comment expliquez-vous qu'après, vous vous rappelez l'affaire de la visite de M. Valls, Premier ministre français, après la diffusion des photos en gros plan, où on a vu l'état de santé réel de Bouteflika et le scandale qui s'en est ensuivi, parce que d'habitude, les Français coopèrent pour ne pas montrer Bouteflika sous ce jour-là. Mais cette fois-ci, il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi. Et donc, le clan présidentiel a fait savoir que le président Bouteflika pourrait ne plus se rendre en France. Mais là, il vient de se rendre en France. Alors, comment expliquez-vous cette... Mais je vous rappelle aussi les réactions, ce qu'ils ont fait, je ne sais pas, les projets, je ne sais pas. Ils ont fait tout un bruit, ils ont vociféré pour longtemps à cause de cette photo-là. Déjà, c'est une humiliation. Et il est revenu, et c'est la nature. C'est la personnalité de ce monsieur, déjà que je n'arrive pas à définir son sociogramme, son diagramme social, ses relations sociométriques. Il est espiègle parfois. C'est comme si, je ne sais pas, il se prend pour un malin, c'est-à-dire par intermittence. Parfois, il est en bon terme avec la France, parfois il n'est pas en bon terme avec la France. Je ne sais pas exactement à quoi joue cette présidence en envoyant encore un peu... On peut pas dire, est-ce qu'on ne peut pas dire, pour utiliser l'expression très connue chez nous, qu'il n'est plus responsable en fait. La meilleure preuve en est qu'il ne s'adresse plus aux Algériens. Il ne parle pas, il n'a pas fait sa campagne électorale, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa prestation de serment. On le voit quand il reçoit les invités faire des gestes démoulinés avec son bras, mais on n'entend rien de ce qu'il dit. Et on se demande s'il dit des choses. Est-ce que vous dites qu'il est espiègle, malin, incernable, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt qu'il ne sait pas ce qui se passe autour de lui, que peut-être il ne sait même plus comment il s'appelle, que peut-être il ne sait plus la table de multiplication de 1 ? Non, votre thèse, elle est vraisemblable, elle est plausible, mais il se peut aussi qu'il est courant. Dans son historique de ce monsieur-là, il est spécial, Bouteflika. Je ne sais pas, est-ce que vraiment un frère peut faire, c'est-à-dire peut causer de tels ennuis à son frère? J'ai du mal à concevoir de tels comportements. Je pense qu'on est face à un monsieur vraiment spécial. Je pense qu'il est conscient, il a parlé, il est sorti, il va sortir encore une fois. Donc il dirige alors, à vous entendre, il dirige. Certainement, il est conscient, il ne peut pas être... Je pense pas qu'il sait pas, il sait qu'il est président. Il sait qu'il est président. Je ne peux pas dire... Certainement, il est... Je pense qu'il J'arrive pas exactement à affirmer ce qu'il est, mais je pense qu'il est au courant. Je pense qu'il sait. Restez avec nous, Arbi Zoumi, restez avec nous. On peut considérer ça partiel, d'une manière partielle. Il est au courant qu'il est président d'un pays. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Fatah Bendali, votre avis? Cette discussion interpelle aussi sur un autre point. C'est que, pour moi, et de mon point de vue, la question n'est pas Bouteflika. Qu'il soit malade, Arbi Chafih, on l'avait dit, et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter sur le plan dignité humaine et éthique. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'Algérie. Ce qui m'intéresse, c'est le bilan. Mais c'est une institution en soi. Absolument. Absolument. Alors, oui. je poursuis mon raisonnement. À partir du moment où le critère d'intérêt qui doit être central pour tout un chacun et pour ceux qui nous écoutent, qui est l'Algérie, le reste, il faut tout faire pour que l'Algérie
tienne debout, pour que l'Algérie aille mieux, pour que l'Algérie se développe davantage. Or, force est de constater que le bilan qui a été celui de Bouteflika depuis son premier mandat, il ne faut pas être grand génie pour constater les échecs nombreux sur le plan économique. En plus de ce constat que vous faites, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Moi je considère que Bouteflika est une institution, c'est le président de la République. Il est tenu d'assurer ses fonctions. Il est tenu de justifier son état de santé. L'article 102 ex-88 est là justement pour faire garde-fou, pour empêcher qu'un monsieur tombe malade, qu'on se serve de son image pour diriger le pays, des gens qu'on ne connaît pas, dont on ne sait pas ce qu'ils veulent, où ils nous mènent. Moi, je considère que c'est vital de vérifier l'état de santé du président de la République. C'est vital, la preuve, c'est que la Constitution le prévoit. La Constitution le prévoit, mais vous conviendrez avec moi que la Constitution existait même avant celle qui a été révisée, et elle stipulait et elle mentionnait ce cas de figure, qui n'a jamais été appliqué, vous l'avez dit. Depuis 3 ans maintenant qu'on a avec nous un président qui, en toute évidence, ne peut pas exercer ses fonctions telles qu'on pourrait l'attendre pour le pays. Et par conséquent, appliquer, c'est une chose, avoir des textes, c'en est une autre. Donc je reviens à mon idée initiale, c'est qu'à partir du moment où l'Algérie est en danger, là, il faudrait agir. Là, il faudrait voir que, à tout point de vue, comme je disais, sur le plan économique, sur le plan santé, si on avait un État avec un dispositif sanitaire et un système de santé digne de cela, il ne serait pas revenu pour la xème fois à l'étranger pour se faire soigner. Mais justement, comment expliquez-vous cette propension des officiels algériens à ne se soigner qu'à l'étranger? Hier, selon la presse, M. Delsi, justement, le président du Conseil constitutionnel, a été vu dans un hôpital français en train d'attendre dans une salle d'attente pour se faire examiner. C'est dire, hein. Ils sont tout le temps là, pour n'importe quoi. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui avait dit s'être rendu en Suisse dans une clinique pour arrêter de fumer. Monsieur Nazar, pour ne pas le citer. Et d'autres qui viennent pour des grippes, d'autres qui viennent pour des choses et d'autres, alors que des gens qui sont atteints de maladies très graves dans le pays, notamment par exemple de cancer au stade final, n'ont même pas droit à un traitement antidouleur, pour vous dire. La réponse est simple. C'est que ces dirigeants n'ont pas confiance en leur pays, n'ont pas confiance dans les institutions sanitaires, pour ne citer que celle-là, parce que c'est le thème, n'ont pas confiance, le système éducatif aussi, vous parlez de la santé, mais ces mêmes personnes envoient leurs enfants et leurs petits-enfants faire les études ailleurs. Oui. Donc la question, la réponse, elle est aussi simple que cela. Ils n'ont pas confiance dans le système qu'ils gèrent eux-mêmes, qu'ils ont mis en place eux-mêmes. Qu'ils ont mis en place et qu'ils prétendent le vendre et le promouvoir auprès du citoyen algérien lambda. D'ailleurs, le ministre de la Santé avait dit nos hôpitaux sont au top niveau, ils sont parfois meilleurs que ceux de France. On se demande pourquoi ils vont soigner en France. Prenons-le au mot. Oui. Si c'est ça son critère, qu'il le propose aux dirigeants de se faire soigner en Algérie. Salah Dabouz, est-ce que vous, très sincèrement, en votre âme et conscience, dans votre intime conviction, comme vous dites, vous les avocats, les juristes, est-ce que vous croyez que M. Bouteflika est en train de gérer le pays, qu'il a, comme l'affirment beaucoup, de plus en plus de gens, affirment qu'il est vraiment en état de pouvoir gérer, que s'il ne marche pas, que s'il ne parle pas, par contre, il réfléchit très bien et qu'il a une vision, comme nous l'a dit M. Hollande, qu'il est très à l'acre, capable d'embrasser la vision du monde entier. Écoutez, moi, en toute sincérité, au fond de moi, je pense qu'il y a délégation de pouvoir. Quelque part, on ne sait pas pour qui, en toute sincérité, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est son frère, il y a d'autres qui disent que c'est les services de renseignement, mais de toute façon, je pense qu'il y a délégation de pouvoir, chose qui est anticonstitutionnelle. Il faut savoir, dans la Constitution, les pouvoirs d'un président ne peuvent pas être délégués pour quelque raison qu'il soit à une autre personne pour les exercer. Donc, je pense qu'il y a délégation de pouvoir. Mais pour moi, le problème, ce n'est pas le président. Je pense que nous avons aujourd'hui un président qui est
physiquement incapable apparemment d'exercer ses fonctions. Mais pour moi, je pense que ça c'est la preuve que nous avons un système politique qui marche sans le président. C'est-à-dire on aurait eu un président en pleine aptitude physique, il aurait délégué ses pouvoirs, on ne se serait pas rendu compte. C'est-à-dire il aurait fait la marionnette, entre guillemets, je m'excuse du terme, on ne se serait pas rendu compte. Mais aujourd'hui, nous avons un état physique d'un président qui prouve à tout le peuple algérien qu'il n'exerce pas ses pouvoirs, et pendant plusieurs années, et pourtant ça marche comme ça marchait avant. Donc ça veut dire que toutes les institutions que nous avons, en fait, ce sont des institutions qui forment une façade, une vitrine, mais que le pouvoir, le vrai pouvoir, il est ailleurs et on ne le voit pas. Il fonctionne avec une autre logique. Ce n'est pas les textes de justice, les textes de loi que on nous fait voir et qu'on nous fait voter. Bon, moi, personnellement, en tant qu'avocat... Vous êtes en train de nous dire, Salah Dabbous, qui ne gouverne pas, qui ne dirige pas. Ben, ni lui, ni les autres ministres. Moi, je peux vous donner quelques exemples. Comme ça, si on peut faire un peu de déduction, expliquez-moi, par exemple, je connais le texte de loi sur la profession d'avocat qui est resté 20 ans, presque, sur le bureau d'un ministre. Bon, il y a eu 4 ou 7 ministres qui ont changé entre-temps, mais c'était toujours le même texte. Et on avait toujours la même résistance du même département par rapport aux propositions des avocats. Ça veut dire que les gens qui passaient dans ce département n'avaient pas un mot à dire, ils n'avaient pas une opinion à former. Ils appliquaient ce que certains appellent le cabinet noir ou les cabinets noirs décidés. Donc moi, c'est pour ça que je dis que nous avons, c'est tout le système politique qu'il faut revoir. Il y a une notion qu'on appelle, que certains appellent la forme finale d'un État, et dans cette forme finale d'un État, malheureusement pour l'Algérie, c'est une forme finale de l'État qui fait souffrir le peuple, en résumé. Restez avec nous, Salah Dabbous. Nous venons de recevoir Hakim Saheb. Hakim Saheb, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes secrétaire national du RCD, chargé de la réforme de l'État, ex-parlementaire RCD et juriste, je crois que vous êtes avocat aussi. Oui. Vous êtes aussi enseignant à la faculté de droit de l'université de Tizi Ouzou. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Alors, tout à l'heure nous parlions, et Salah Dabbous nous avait attiré notre attention sur le non-fonctionnement du Conseil constitutionnel qui ne s'est pas autosaisi, tel que le prévoyait l'article 88, puis maintenant l'article 102. Voilà. Et donc il a dit, c'est surtout du fait qu'il n'y a pas de mécanisme de recours en cas de non-saisine. Ça veut dire qu'il ne s'autosaisit pas parce qu'il a été nommé au lendemain de l'AVC de Bouteflika et que c'est un proche, mais la Constitution aurait dû prévoir, par exemple, que le Parlement ou d'autres institutions auraient pu donc combler cette carence, cette grave carence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que le texte est fait de sorte, justement, à encourager tous les blocages et à évacuer toute légitimité, toute crédibilité dans le fonctionnement des États. De l'État, pardon. Oui. Mais je voudrais revenir justement, avant même de dire quelle est l'importance au plan hiérarchique et institutionnel du Conseil constitutionnel algérien. Je crois que sa mission, sa vocation, telle qu'elle a été justement conçue, y compris par l'ancienne constitution de 1996 ou celle même qui a été donc unilatéralement d'ailleurs promulguée et adaptée par le pouvoir, je crois que c'est conçu de sorte à encourager tous les blocages, à consolider la pérennité du régime actuel. C'est du sur-mesure absolument. Bien sûr, sinon que pour l'article 88, on aurait pu effectivement le faire, c'est-à-dire le faire fonctionner à l'époque, c'est-à-dire soit au moment même où il devait déposer sa candidature lors de l'élection dernière, où c'était un nouvel coup de force contre la légitimité populaire. Mais justement, Hakim Saheb, oui. Pourquoi ce régime qui passe son temps à nous envoyer ces gens, comment il s'appelle, Saadani, tout le monde qui vient nous jurer qu'il est en bonne santé, qu'il parle, même Hollande, il est très à l'acre, même Al-Khadr Brahimi qui est devenu la caution numéro 1. Alors, pourquoi ces gens, au lieu puisqu'il est en bonne santé, puisqu'il dirige, et puisqu'il y a de plus en plus de gens, d'observateurs,
politiques qui nous disent non, 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 vous vous trompez, il ne marche pas, il ne parle pas, mais il dirige. Alors dans ce cas, pourquoi ne pas avoir, pour nous convaincre, ne pas avoir désigné des professeurs de médecine pour l'examiner et venir nous dire non, non, vous vous trompez, nous sommes assermentés, ce monsieur est capable de diriger. Pourquoi ne le font-ils pas? Pertinent questionnement qui nous renvoie à la nature du pouvoir algérien. C'est-à-dire, j'allais dire, pertinente question du fait que si cela se passe dans un état de droit, mais en Algérie, permettez-moi de dire qu'il y a deux remarques, d'ailleurs, qui sont suscitées de fait par rapport à cette maladie et cette importance du chef de l'État. La première, importance, vous dites, hein? Oui, oui, bien sûr. J'assume mes mots puisque je suis juriste. J'en connais le sens des mots et la nuance. La première remarque, c'est le fait que je considère, comme vous le dites tout à l'heure, que la fuite en avant du régime en place, de la secte en place, devant la maladie, voire même les mises en scène qui avaient suivi durant maintenant un peu plus de 8 années sa convalescence, à mon avis, et au RCD nous le disions sans fioriture aucune, révèle l'état du système politique algérien. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous assistons d'ailleurs à des convoitises, j'allais dire, insatiables du pouvoir et qui illustrent parfaitement l'anomie et les dysfonctionnements institutionnels qui paralysent et qui peuvent hypothéquer gravement l'avenir de l'Algérie, donc de notre pays. Il y a un blackout total, il y a une communication parcimonieuse, allant jusqu'à même une occultation. Absolument. Certains faits, tout à fait, allant jusqu'à dire qu'une communication parfois ubuesque, voire même caricaturale, du fait que l'entourage du pouvoir, justement, du chef de l'État actuel, s'attelle souvent d'ailleurs, soit à démentir par des mises en scène, je le disais tout à l'heure. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas démenti. Tout à fait. Est-ce que vous avez entendu parler de l'article du Dauphiné Libéré qui a dit non, non, il n'est pas là pour un contrôle de routine, il est là pour se faire opérer. Intervention, et là, ils n'ont pas démenti. Mais là, permettez-moi de dire que nous sommes devant un déni grave du droit des citoyens algériens à être informés de l'État, de leur chef d'État, de l'État de santé. Mais bien sûr, c'est prévu par la Constitution, y compris celle-là même qu'ils ont adoptée de manière autoritaire. C'est leur loi, c'est leur texte. La loi le dit clairement. Ils ne respectent même pas leur propre absolument. texte. Ils sont incapables de respecter leur propre texte. Restez avec nous, nous allons demander à l'Arbi Zouemia un commentaire avant que je vous pose une question en particulier. Un commentaire sur... Est-ce que vous avez un commentaire sur ce que nous sommes en train de dire, ce que disait Hakim Sahab? J'allais vous dire que je pense qu'il est au courant, il sait qu'il a... Je pense qu'il est au courant. Je pense qu'il a même fait une blague. Donc s'il est arrivé à dépasser le cap d'une blague en parlant, ça veut dire qu'il fonctionne, son cerveau il fonctionne, et ça fait longtemps qu'il a eu l'AVC, donc on peut considérer qu'il a une certaine faculté mentale, ça c'est sûr, on ne peut pas exclure. Mais certainement, c'est un président qui sait qu'il a foutu la pagaille, il a mis le pays dans un désordre financier et économique lamentable. La problématique actuellement, si jamais il meurt, ce sera la décision divine un petit peu de solutionner cette question. Et tous les partis politiques, toutes les personnalités qui aspirent à un changement vont être prises de court, car tout simplement le régime actuellement entier a beaucoup plus d'arsenal et peut remplacer facilement, mettre le remplaçant et par voie de conséquence avoir aussi le cutus des puissances occidentales. Ça c'est sûr. C'est justement la question que je voulais vous poser. Si jamais il arrive quelque chose de fâcheux, à Dieu ne plaise. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait se passer? De toute manière, c'est contre mon idée et votre idée. Donc certainement, nous serons pris de court, certainement en tant que citoyens qui veulent que ce pays-là se redresse. Et le régime qui connaît l'état de santé véritable de M. Bouteflika, il n'aurait pas pris ces dispositions, selon vous? Certainement, peut-être il l'exploite à bon escient ces jours-ci. Le fait qu'il le programme à d'autres sorties, certainement qu'il planifie quelque chose, soit en limogeant Gaïd Saleh, soit en faisant quelque chose, parce que
J'ai dit dans une émission en langue arabe qu'il ne peut pas pleuvoir chez mon voisin sans que mes pieds ne soient mouillés. C'est impossible que le départ de Saadani se fasse comme ça gratuitement. Certainement, il y aura une décision politique ou administrative de limoger quelqu'un ou de remplacer quelque chose, mais on essaie de l'exploiter à bon escient en l'exposant à celui qui doute de la décision présidentielle que c'est Bouteflika exactement qui décide. Moi, je pense que j'estime que actuellement la problématique, le grand problème de l'Algérie, c'est ce passage. Ça risque de tomber dans l'anarchie. L'anarchie, les facteurs de l'anarchie et la désorganisation guette le pays. Ça, comment faire l'Arabie Zouémia pour éviter justement de tomber dans ce piège que vous suscitez, que vous évoquez, celui d'une anarchie éventuelle, d'une violence débridée éventuelle qui pourrait avoir lieu à Dieu ne plaise? Justement, peut-être que le débat entre nous, entre Algériens, c'est-à-dire il y a une mutation du débat. Le débat est plus consistant entre Algériens, même s'il est marginalisé, guillotisé, ce qu'on appelle de la classe intellectuelle, tout à c'est confondu. Il y a un débat on a commencé par des gens qui ont une conscience, qui ont décidé de se rencontrer et pendant 2 années, bon, c'est une structure trop lourde, CLTD, elle est complexe, mais je pense qu'il faut se reconvertir aussi, il ne faut pas laisser les instances vides. Je ne pense pas que le fait d'aller aux élections législatives fait partie d'un retournement de veste parce que par la suite, c'est là où le pouvoir va investir. Il se peut que tout simplement utiliser aussi la participation, même si, a priori, même si nous connaissons parfaitement le jeu de ce pouvoir, mais essayer un petit peu de mordre sur ce bloc des rentiers, surtout les 2 créatures RND et FLN, en vue d'avancer un petit peu parce qu'on n'a pas le choix. Le poids de la rente est catastrophique. Nous sommes dans un état mafieux où ça se conjugue corruption, siège subventionné, voyoutisme, banditisme. Donc c'est très difficile pour les Algériens avec ce qu'on appelle une difficulté de transposer sa situation sociale dans l'expression électorale. C'est comme le sujet de l'électoral que nous allons traiter bientôt dans une émission assez étoffée. Et je voudrais tout simplement rajouter. Oui, je vous en prie. Juste une similitude, parfois on a aux États-Unis ce qu'on appelle the swing states, les États volatiles, là où vous ne pouvez pas connaître la tendance. C'est très difficile de connaître la tendance, parce que tout simplement, il y a des malheureux et des pauvres qui n'arrivent pas à transposer leurs conditions sociales dans l'expression électorale. C'est notre cas. Les gens ne peuvent pas transposer leurs conditions sociales parce que si vous posez la question aux citoyens depuis combien de temps vous attendez, depuis longtemps, il va reconvertir son attente en pragmatisme, et le pragmatisme c'est de se voir maire, adjoint maire, membre du conseil municipal, préfectoral. Il peut calculer un de 4 milliards en tant que vice-président d'APC, un de 5 milliards en tant que président d'APC. Voilà. Donc, restez avec nous, l'Arabie Zouémia. Nous allons faire un dernier tour de micro avant de donner la parole à Jamal Adnan, président de l'association Solidarité pour la promotion et l'épanouissement de la vie des personnes handicapées. Il a un appel à lancer, mais nous avons le temps. Nous allons donc faire un dernier tour de plateau. Alors, qu'est-ce que, d'après vous, si ça tournait mal, si Baït Char, l'inéluctable survenait? Alors, je dirais d'abord, avant de vous répondre à cette question, notre collègue a parlé tout à l'heure de délégation ou d'absence de délégation. Moi, je dirais même, j'irais plus loin, je parlais de confiscation. Parce qu'une délégation, il y a un acte volontaire, il y a une base légale et légitime qui le prévoit. Là, ce n'est pas le cas. On est dans un système et un dispositif qui gouverne sans qu'il ait le mandat du peuple et sans avoir aucune légitimité pour cela. Je referme la parenthèse. Donc pour la question quid maintenant de ce qui va se passer si jamais, la question est, à mon sens, c'est d'oublier les spéculations qu'on pourrait développer ici et là, qu'on pouvait... Mais avons-nous le choix de faire autre chose que de spéculer dans un système où tout est plombé? Il ne nous laisse pas d'autre choix que de spéculer. C'est pour ça que je dis la spéculation n'avance à rien. Oui. On peut en débattre à bâton rompu, on peut faire des discussions de café à loisir, ce n'est pas le sujet. Mais
le sujet principal, à mon sens, encore une fois, c'est l'Algérie. Et à partir du moment où, tant qu'on n'a pas une base réelle, quelque chose d'assez rationnel qui permet la gouvernance légitime, on n'avancera pas. C'est pour cela que, sans aller trop dans le dispositif électoral, ni législatif, ni les locales plus tard, notre point de vue, il est clair. C'est qu'à partir du moment où l'outil est biaisé dès le départ, on sait pertinemment le remède ne sera pas au rendez-vous. Donc comment voulez-vous utiliser une voiture pour conduire le peuple et l'Algérie vers une destination si déjà cette voiture est truquée d'avance? Très bien. Restez avec nous. Donc, je vais redonner la parole à Zouemia pour pouvoir lui dire au revoir. Et je laisserai le mot de la fin à Hakim Saheb. Pour vous dire au revoir, pour pouvoir recevoir Jamal Adnan, l'Arbi Zouemia. Donc, moins de 2 minutes, le mot de la fin, s'il vous plaît. Moi, c'est-à-dire, je dis que la problématique actuelle, c'est que le passage est devenu complexe parce que la situation économique et sociale, elle est aussi complexe. Je souhaite aussi que le passage soit pacifique et que la situation ne vienne pas de la rue, parce qu'il y a des chaînes de foyers de tension qui s'enchaînent et qui ne déchaînent point. C'est gravissime. Si c'est la rue qui va imposer sa loi et sa ligne de conduite, ça sera difficile, ça sera vraiment difficile. Et je souhaite, mon problème, c'est que le pays passe, c'est-à-dire change, mais change dans l'ordre et dans l'organisation. C'est ça mon idée à moi. Merci l'Arbi Zouemia, en espérant vous revoir bientôt parmi nous. Je suis très content de vous recevoir par ailleurs. Hakim Saheb, je vais vous demander donc de nous, parce que vous êtes arrivé un peu en retard, de nous dire votre sentiment, vos prévisions éventuellement, ce que vous attendez de la société algérienne, du peuple algérien. Puis nous reviendrons pour Jamal Adnan pour lui donner le mot de la fin. Il a un appel à lancer. Je voudrais juste revenir sur un point, comme remarque d'ailleurs. Oui. C'est qu'on a tendance parfois à occulter et à évacuer du débat actuel une réalité institutionnelle et politique. Et qui constitue, à mon avis, le trait essentiel de la nature du régime politique algérien qui s'est imposé par la violence et la corruption en 1962. Cette réalité, c'est que la décision, ou la réalité de la décision, souvent d'ailleurs, n'épouse pas, d'où notre appréhension par rapport à l'après-Bouteflika. Mais il faut le dire clairement que la réalité de la décision en Algérie, souvent, n'épouse pas le circuit institutionnel formel qui en est prévu, y compris par la Constitution. Ça se saurait. Absolument. Du fait que nous avons aujourd'hui une Algérie en panne de développement, une Algérie en panne d'imagination et en panne d'initiative dont le système est fondé à l'origine, je le disais tout à l'heure, sur la violence. Depuis le coup de force opéré par le MALG et le groupe d'Oujda sur le GPR. Et à partir de là, évidemment, ce qui avait suivi était comme corollaire naturel. Ça veut dire qu'il y a comme un travers, un péché mineur. Bien sûr, c'est la lutte et l'influence des clans autour du régime. Donc il est difficile, de notre point de vue en tant qu'RCD, d'admettre que d'ailleurs l'absence ou voire l'inactivité, voire même, je le disais tout à l'heure, l'importance du chef de l'État soit la seule cause du malheur actuel. Du fait qu'il est vrai que la gestion des 20 dernières années du chef de l'État a révélé l'étendue de la corruption, a révélé l'étendue du drame et de la gravité de la situation. Mais le système politique, dans sa globalité, reste la matrice de la tragédie qui endeuille aujourd'hui l'Algérie. Une matrice qui est à nu aujourd'hui. Tout à fait, qui est à nu. Donc, qu'en sera-t-il demain? Eh bien oui, je pense que les luttes d'influence, les luttes du CRA d'ailleurs, sont tellement acharnées, sont tellement vivantes, que nous avions peur d'ailleurs. Mais que dire
par rapport à notre appréhension. Est-ce qu'il va falloir baisser les bras? Est-ce que constitue, de notre point de vue, le RCD n'a pas cessé d'œuvrer depuis ces 4 dernières années, notamment dans le cadre de la coordination pour les libertés et la transition démocratique. Que faire J'arrive maintenant. Alors, il va falloir imposer un rapport de force, conjuguer les énergies, fédérer toutes les énergies saines de l'opposition pour pouvoir imposer un rapport de force qui soit en faveur d'une transition démocratique apaisée et pacifique. Si vous êtes là dans quelques jours, nous allons organiser une émission sur les législatives, justement, auxquelles vous allez participer. Oui, le RCD avait décidé. Nous poserons la question. Mais comme il nous reste juste, M. Jem. Oui, en moins de 30 secondes. En moins de 30 secondes. Le RCD a décidé de participer en toute souveraineté pour un peu plus de présence, pour un peu plus de visibilité par rapport justement à la construction de ce rapport de force. Alors, nous avons perdu Jamal Adnan, nous allons essayer de le retrouver, donc l'occasion pour vous de dire... Vous avez envie de rebondir, j'ai l'impression. Rebondir, je m'associe au constat qui a été fait depuis... Et vous ne participez pas aux élections? On ne participe pas aux élections, voilà. Mais si j'ai bien compris, vous allez nous donner l'occasion d'en débattre et d'en parler. Chacun de développer effectivement le point de vue. Parlera depuis sa chapelle. Voilà. Mais là où je voudrais compléter les propos du collègue, effectivement, on partage pleinement le constat de 62 avec une confiscation et avec une présence et une imposition de la force. Mais là où je voudrais apporter le point de vue de Djil Jadid là-dessus, c'est que plutôt que de rester cantonné sur une fatalité et sur al-ghalb, notre message et notre démarche a toujours été et restera toujours un message d'espoir et un message d'espérance. L'Algérie survivra à ces problèmes. Excusez-moi de vous interrompre, Fatah Bendali, puisque nous n'arrivons pas à joindre Jamal, peut-être qu'on va pouvoir le joindre, je vous interromprai dès que nous l'aurons. Ce sont de très jolies phrases que vous faites, l'un et l'autre d'ailleurs, très franchement. Mais concrètement, quoi faire pour sauver ce pays qui va droit au mur? Il n'y a aucun doute. Écoutez, il n'y a aucun doute. Nous allons au mur. Oui, je suis d'accord. Alors, au lieu de faire de belles phrases, c'est pas seulement pourquoi ne pas nous dire ce qu'on doit faire réellement? Justement, au lendemain de la mise en place de la CLTD. C'était un moment fort quand même. Oui. Du fait que des tendances... Mais qui n'a pas porté de vrais fruits. Le RCD, au lendemain, parce que nous nous sommes dit, il va falloir investir la rue. Il va falloir, pacifiquement, bien évidemment, de façon ordonnée, mais il va falloir multiplier les rencontres avec les citoyens. Je suis désolé de le dire, sur les 2 années qui avaient suivi, et les faits sont têtus, le RCD a eu à organiser, en tout cas dans ses foyers, là où il est fort, des marches contre le pouvoir, des marches contre le désinvestissement actuel, des marches dénonçant justement l'inanité du régime et le fait que l'incurie du régime actuel n'a pas été suivi. En dehors des rencontres, de 2 rencontres publiques qui a été faites par la CLTD dans ces différents segments. Sinon, les seules activités sur le terrain, c'était le RCD qui avait. D'où d'ailleurs l'intérêt de dire que même si on participe conscient des limites de la participation, conscient des limites actuelles, tendant au fait que la fraude sera assurée parce qu'on a une administration tentaculaire. Mais il va falloir justement porter l'ambition et l'espérance démocratique à travers le territoire national par la présence en disant qu'il y a une alternative en dehors de la volonté du pouvoir à plomber la situation ou la vie publique. Donc, Jamal Adnan, malheureusement, Jamal, marhaba bik, mais malheureusement, on vous a pris en retard, vous nous aurez à peine 2 minutes. Jamal Adnan, je vous en prie, vous avez un appel à lancer. Bonsoir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يعطيك الصحة جمال على القبول تاع l'invitation. Voilà, pour être bref, je suis président d'association dans un pays dirigé par une personne handicapée aussi. Je suis handicapé, c'est une association pour handicapés qui malheureusement est totalement oubliée. Nous les handicapés, on a totalement ici en Algérie. Le but تاعي aujourd'hui في l'émission, un projet c'est lancer un appel à tous les Algériens et Algériennes. حبينا نخلقوا un mouvement de personnes d'aide à la personne. يعني d'aide à la personne يعني الناس يروحوا للديار تاع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه اللي ما يقدروا لا يشربوا وحدهم، اللي ما يقدروا لا ياكلوا وحدهم، ما يقدروا يلبسوا وحدهم، وزيد منسيين وكاينين منهم راهم يتامى
ما عندهمش ماهم، ما عندهمش باباهم، ما عندهمش حتى واحد. حبينا نلانسو ان ابل باش الناس اللي عنده الرحمه اي تو سا وعنده الوقت بيان سور يعني يتصل بينا حنايا، وحنايا نوجهوه لهذوك الناس اي تو باش يعاونهم au moins خطره في النهار. باسكو لي سيرفيس سوسيو ici en Algérie راهم inexistants. Jamal Adnan, une adresse où les gens, une adresse et un numéro de téléphone pour vous contacter. D'accord, bon, alors mon numéro de téléphone c'est le 05 52 28 95 03. 05 52 28 95 03. Vous pouvez aussi me contacter via Facebook, c'est Humanitaire du Monde, Jamal. À la Koulihal, voilà, vous faites une recherche et puis vous allez me trouver, il n'y a pas de problème pour tout ça. Jamal Adnan, ouais. De toutes les façons, je vous promets que je vous inviterai encore pour relancer l'appel, mais je vais donner votre numéro de téléphone. Dans un moment, je demande à ceux que ça intéresse de prendre un stylo pour le noter, s'il vous plaît. Donc, sur la page Facebook, c'est Humanitaire du Monde. Vous allez tomber sur Jamal Adnan, Humanitaire du Monde. Et pour le téléphone, s'il vous plaît, si vous voulez bien noter, 05... Alors, ceux qui appellent depuis l'étranger, c'est 00213. Pour ceux qui appellent depuis l'Algérie, 05 52 28 95 03. Je répète, 05 52 28 95 03. Rappelez-vous que les gens qui sont là-bas sont totalement dépendants, qui ne peuvent rien faire tout seuls, qu'ils ont besoin d'aide, qu'il n'existe pas de services sociaux dignes de ce nom en Algérie, qu'ils touchent 4000 dinars par mois d'indemnité, l'équivalent de 25 €, et qu'ils ne peuvent pas aller se soigner à l'étranger, ils ne peuvent pas être pris en charge, ils sont seuls, dans un pays musulman où les mosquées sont pleines. Merci beaucoup, salam alaikum, merci à mes invités, merci à vous d'avoir suivi cette émission.